Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens le miroir des insécurités de quelqu'un d'autre? Surtout quand cette personne est évitant. Tu es dans une relation où tout semble normal en surface. Des conversations du quotidien, des routines partagées, des moments tranquilles ensemble. Rien de dramatique ne se passe. La relation avance jour après jour sans grand conflit. Les conversations coulent, il y a de bons moments. Tout semble fonctionner raisonnablement bien de l'extérieur. Mais quelque chose d'étrange se produit en toi. Tu commences à ressentir une anxiété que tu ne peux pas expliquer. Une tension qui ne vient pas de quelque chose de précis qui s'est passé, mais de quelque chose qui flotte dans l'air entre vous. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu es devenu le miroir d'insécurités qui ne sont pas les tiennes, reflétant des peurs qui ne t'appartiennent même pas. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi tu absorbes des émotions qui ne sont pas les tiennes, ce qui se passe quand tu portes les peurs de quelqu'un d'autre, et comment retrouver ta propre stabilité émotionnelle sans quitter la relation. Si tu as déjà ressenti que l'anxiété de ton partenaire est devenue la tienne, reste avec moi. Ce que je vais t'expliquer change complètement ta façon de comprendre cette dynamique. Commençons par comprendre ce que signifie vraiment devenir le miroir émotionnel de quelqu'un, surtout quand cette personne est évitant. On ne parle pas d'empathie normale, ni de se préoccuper de son partenaire de manière saine. On parle de quelque chose de plus profond et de plus épuisant. Être le miroir signifie que tu commences à traiter, ressentir et porter des émotions que l'autre personne ne peut pas ou ne veut pas reconnaître en elle-même. C'est comme si son système nerveux déléguait son travail à ton système nerveux, et tu finis par faire le travail émotionnel de deux personnes. Cela fonctionne de manière quasi invisible. La personne évitant ne te dit pas explicitement qu'elle a peur de te perdre ou qu'elle se sent peu sûre d'elle par rapport à la relation. En fait, elle niera probablement toute insécurité si tu lui poses directement la question. Mais son système nerveux envoie des signaux d'alerte constants et ton système nerveux les capte. De petites incohérences dans sa disponibilité émotionnelle, des changements dans le ton de sa voix, des silences qui durent un peu plus longtemps que la normale, une réponse qui arrive des heures plus tard alors qu'avant elle arrivait en quelques minutes. Rien de tout cela n'est catastrophique en soi, mais ton corps enregistre chaque signal comme une information sur l'état de la relation. Pense à comment cela se joue dans ton quotidien. Tu te réveilles le matin et la première chose que tu fais, c'est vérifier ton téléphone, cherchant un message qui confirme que tout va toujours bien. Quand le message arrive, tu pousses un soupir de soulagement. Quand il n'arrive pas, ou arrive plus tard que prévu, tu commences à inventer des raisons. Peut-être qu'il est occupé, peut-être que son téléphone est déchargé, peut-être qu'il n'a simplement pas vu ton dernier message. Mais sous ces explications rationnelles se trouve un courant d'anxiété qui s'intensifie à chaque minute qui passe sans réponse. Pendant ta journée de travail, une partie de ton attention mentale est toujours divisée. Tu peux être dans une réunion importante, mais un coin de ton esprit surveille ton téléphone, attendant cette notification qui te dira que ton partenaire pense à toi. Quand elle arrive, ta concentration s'améliore parce que l'anxiété de fond se calme momentanément. Quand elle n'arrive pas pendant des heures, ta productivité en souffre parce que tu utilises de l'énergie mentale pour gérer le malaise qui grandit en toi. C'est là que commence le reflet, parce que la personne évitant ne traite pas consciemment sa propre anxiété concernant l'intimité ou l'engagement, cette anxiété doit aller quelque part. Et ce quelque part finit par être toi. Ton partenaire peut agir de manière complètement calme et détachée pendant que tu te retrouves à vérifier constamment ton téléphone, te demandant si tu as dit quelque chose de travers, cherchant des signes que tout va bien. Le calme extérieur de ton partenaire contraste directement avec ton agitation intérieure, et cette différence n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une dynamique où une personne se décharge émotionnellement et l'autre reçoit et traite cette décharge. Le piège psychologique ici, c'est que tu commences à croire que l'anxiété est la tienne. Tu penses que c'est toi qui as des problèmes d'insécurité, que c'est toi qui as besoin de travailler sur ton attachement anxieux, que c'est toi qui es trop dans le besoin ou trop exigeante. Et peut-être qu'il y a du vrai là-dedans, mais ce que tu ne vois pas, c'est à quel point ce que tu ressens provient en réalité du système émotionnel de ton partenaire et t'a été transféré sans aucune conversation explicite. Les personnes évitant sont expertes en projection émotionnelle sans mots. Elles n'ont pas besoin de te dire qu'elles ont peur parce que leur comportement le transmet parfaitement. Quand elles prennent leur distance après des moments de proximité, quand elles créent de l'ambiguïté sur leurs sentiments,
Quand elles évitent les conversations sur l'avenir de la relation, elles communiquent de l'insécurité. Mais comme elles le font sans le reconnaître verbalement, tu finis par être celle qui met des mots sur cette insécurité. Tu es celle qui demande si tout va bien. Tu es celle qui cherche de la clarté. Tu es celle qui exprime l'inquiétude que vous ressentez tous les deux mais que toi seul nommes. Cette dynamique se renforce chaque fois que tu essaies d'obtenir de la réassurance de ton partenaire. Parce que quand tu exprimes de l'anxiété concernant la relation, la personne évitant peut te désigner comme la source du problème. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Tout va bien, c'est toi qui crées du drame. Et d'une certaine manière, de son point de vue, c'est vrai. Parce qu'elle a réussi à rester émotionnellement à l'aise en te transférant son inconfort. Elle a maintenu son équilibre interne en déséquilibrant le tien. Maintenant, ce n'est pas un plan conscient ni une manipulation délibérée dans la plupart des cas. Les personnes évitant croient sincèrement qu'elles vont bien et que c'est toi qui as le problème. Leur mécanisme de défense fonctionne si efficacement qu'elles n'enregistrent pas leur propre anxiété concernant l'intimité. Ce qu'elles enregistrent, c'est ton anxiété, qui est maintenant très visible et très vocale. Et ton anxiété leur donne une autre raison de prendre leur distance, parce que cela confirme leur récit interne selon lequel les relations proches sont accablantes et problématiques. Nous arrivons ici à la première étape pratique pour cesser d'être le miroir. Tu dois commencer à distinguer entre ton anxiété d'origine et l'anxiété que tu as absorbée de la relation. Pose-toi cette question. Est-ce que je me sentais comme ça avant cette relation? Est-ce que cette inquiétude constante sur l'état des choses faisait partie de mon quotidien avant de rencontrer cette personne? Si la réponse est non, alors une partie significative de ce que tu ressens n'a pas pris naissance en toi. Je ne dis pas que toute ton anxiété est la faute de ton partenaire, mais je dis que dans les dynamiques avec les personnes évitant, tu finis par porter une part disproportionnée du travail émotionnel de la relation. La deuxième étape consiste à reconnaître les moments spécifiques où ce reflet se produit. Cela arrive généralement après des expériences de proximité ou de vulnérabilité partagée. Vous passez un week-end merveilleux ensemble, des conversations profondes, une intimité physique significative. Et puis, dans les jours qui suivent, ton partenaire devient moins disponible, pas de manière évidente ou dramatique, juste un peu plus distant, un peu moins présent. Et tu commences à ressentir cette distance comme ton problème. Tu te demandes si tu as été trop intense pendant le week-end, si tu as dit quelque chose qui l'a éloigné, si tu en demandes trop en espérant que la connexion continue. Ce qui se passe vraiment, c'est que ton partenaire traite la vulnérabilité qu'il a vécue pendant ce week-end et sa manière de la traiter, c'est en créant de l'espace. Pour lui, cet espace ne signifie pas nécessairement que quelque chose ne va pas. C'est simplement sa façon de réguler ses émotions après tant de proximité. Mais pour toi, cet espace ressemble à du rejet ou à un signe que la relation est en danger. Et parce que ton partenaire ne communique pas verbalement ce qu'il fait, tu remplis le silence avec tes propres interprétations, presque toutes négatives. Donc, la troisième étape pratique consiste à arrêter de remplir les silences avec des récits négatifs. Quand tu remarques de la distance après de la proximité, reconnais le schéma au lieu de paniquer à ce sujet. Tu peux littéralement te dire « c'est ce qu'il fait après l'intimité ». Ça ne veut pas dire que la relation se termine, c'est sa manière de se réguler. Cette simple narration factuelle réduit considérablement l'anxiété parce qu'elle remplace les interprétations catastrophiques par une observation neutre. Mais voici la partie la plus difficile. Cesser d'être le miroir ne signifie pas seulement changer ton interprétation interne de ce qui se passe. Cela signifie aussi changer ta réponse comportementale. Parce que si tu continues à répondre à la distance de ton partenaire en cherchant de la réassurance, tu continueras à renforcer le cycle où tu portes toute l'anxiété visible et ton partenaire peut rester confortable dans son détachement. La recherche de réassurance ressemble à ceci. Envoyer des messages pour vérifier si tout va bien, initier des conversations sur l'état de la relation, demander confirmation qu'il tient encore à toi. Et toutes ces actions, bien que compréhensibles, approfondissent ton rôle de miroir émotionnel. Parce que chaque fois que tu cherches de la réassurance, tu démontres que c'est toi qui portes l'insécurité de la relation. Ton partenaire peut continuer à se sentir calme parce que tu fais le travail de t'inquiéter pour vous deux. La quatrième étape, donc, c'est tolérer l'inconfort sans agir dessus immédiatement. Quand tu ressens cette anxiété familière après que ton partenaire a pris un peu de distance, au lieu de chercher de la réassurance, remarque simplement la sensation.
Reconnais qu'elle est là, mais ne la laisse pas dicter ton comportement. C'est incroyablement inconfortable au début parce que ça va à l'encontre de tous tes instincts. Ton système nerveux crie que tu dois vérifier, que tu dois savoir si tout va bien, que tu dois faire quelque chose pour réparer la tension que tu ressens. Mais voici la vérité contre-intuitive. Bien souvent, cette tension se résout d'elle-même si tu arrêtes de la nourrir avec ton attention. Pas parce que la relation est parfaite, mais parce qu'une partie de cette tension n'a jamais vraiment concerné quelque chose qui devait être résolu. C'était simplement de l'énergie émotionnelle que ton partenaire ne traitait pas et que tu as ramassée et transformée en problème. Quand tu arrêtes de la ramasser, parfois elle se dissipe naturellement. Et d'autres fois, ton partenaire finit par devoir gérer ses propres émotions parce que tu n'es plus là pour les traiter à sa place. Maintenant, soyons clairs sur quelque chose d'important. Je ne suggère pas d'ignorer les vrais problèmes ou de ne jamais exprimer de besoins légitimes. Si ton partenaire est constamment distant, s'il y a des schémas de comportement qui te blessent, si tes besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, ces choses nécessitent une conversation directe. Mais il y a une énorme différence entre aborder de vrais problèmes et chercher constamment de la réassurance parce que tu portes l'insécurité de deux personnes. La cinquième étape consiste à retourner la responsabilité émotionnelle à ton partenaire. Cela se fait non pas tant avec des mots qu'avec un comportement. Quand tu arrêtes d'être si réactive à sa distance, quand tu ne cours plus après la réassurance chaque fois qu'il se retire un peu, quand tu maintiens ta propre stabilité émotionnelle indépendamment de ses fluctuations de disponibilité, tu retournes la responsabilité. Tu lui montres implicitement que son anxiété concernant l'intimité est quelque chose qu'il doit gérer, pas quelque chose que tu vas continuer à porter pour lui. Cela peut sembler égoïste ou insensible au début, surtout si tu as été dans le rôle de soignante émotionnelle pendant longtemps. Mais ce n'est pas égoïste de maintenir ton propre centre émotionnel. C'est sain. Et paradoxalement, c'est souvent la meilleure chose que tu puisses faire pour la relation aussi. Parce que quand tu arrêtes de fonctionner comme le miroir des insécurités de ton partenaire, tu crées de l'espace pour qu'il développe plus de conscience de ses propres schémas. Il ne le fera pas toujours. Et c'est une donnée importante sur la question de savoir si la relation peut vraiment fonctionner à long terme. Mais parfois il le fait, parce qu'il doit finalement gérer des émotions qu'avant il te transférait simplement. Contrastons maintenant à quoi ressemble ta vie quand tu es le miroir versus quand tu as cessé de l'être. Quand tu fonctionnes comme un miroir d'insécurité évitant, ton énergie mentale est constamment occupée par la relation. Tu analyses les interactions, cherches des significations cachées dans les messages brefs, te prépares mentalement à de possibles distanciations. Ton état émotionnel monte et descend avec la disponibilité de ton partenaire. Quand il est présent et connecté, tu te sens bien. Quand il prend ses distances même légèrement, ton monde intérieur se déstabilise. Tes décisions quotidiennes sont influencées par l'état de la relation. Peut-être que tu évites de faire des plans avec des amis parce que tu veux être disponible si ton partenaire a finalement du temps. Peut-être que tu reportes des activités qui t'importent parce que tu es trop préoccupé par la résolution de la tension que tu ressens dans la relation. Ton sentiment de valeur est lié au fait que ton partenaire te montre de l'affection et de l'attention à un moment donné. Quand il le fait, tu te sens précieuse. Quand il ne le fait pas, tu questionnes ton importance pour lui et peut-être même ton importance en général. Cette version de ta vie est épuisante parce que tu utilises ton énergie émotionnelle pour deux personnes. Tu traites non seulement tes propres expériences et émotions, mais aussi celles de ton partenaire par délégation. Et parce qu'il ne fait pas sa part du travail émotionnel, tu n'arrives jamais à te sentir vraiment stable. Il y a toujours quelque chose à surveiller, quelque chose à déchiffrer, quelque chose dont s'inquiéter. Maintenant contraste cela avec ce que ressemble ta vie quand tu as cessé d'être le miroir. Ton énergie mentale a de l'espace. Tu n'es pas constamment en train d'analyser la relation parce que tu as accepté que certaines choses concernant le comportement de ton partenaire sont simplement ses schémas et ne reflètent pas ta valeur ou l'avenir de la relation. Quand ton partenaire prend ses distances, tu le remarques, mais tu n'entres pas en mode crise. Tu penses quelque chose comme « Ah !» Il fait son truc de distanciation encore une fois, et puis tu continues ta journée. Ton état émotionnel a son propre centre de gravité. Oui, il est toujours affecté par la relation parce que les relations comptent, mais il n'oscille pas dramatiquement avec chaque petite fluctuation dans la disponibilité de ton partenaire. Tu as tes propres sources de satisfaction et de stabilité. Tes amitiés, tes projets, tes intérêts personnels reçoivent ton attention et ton énergie.
Pas parce que tu négliges la relation, mais parce que tu t'es rappelé que ta vie est plus grande que la relation. Tes décisions quotidiennes sont basées sur ce que tu veux vraiment faire, pas sur ce qui pourrait maximiser la connexion avec ton partenaire ou minimiser sa distance. Tu fais des plans parce que tu veux les faire. Tu poursuis des activités parce qu'elles t'importent. Et si ton partenaire est disponible et veut se connecter, génial. Sinon, c'est correct aussi parce que tu as une vie pleine indépendamment. Ton sentiment de valeur vient de multiples sources, pas seulement de l'attention de ton partenaire. Tu te valorises parce que tu sais ce que tu apportes au monde, à tes amitiés, à ton travail, à toi-même. La validation de ton partenaire est agréable mais pas essentielle pour ton estime de toi. Et cette indépendance émotionnelle, curieusement, améliore souvent la relation parce que ton partenaire ne porte plus le poids d'être ta seule source de stabilité émotionnelle. Tu te demandes peut-être si cela signifie devenir froide ou distante, si cesser d'être le miroir nécessite d'éteindre tes émotions ou de te déconnecter de ton partenaire. La réponse est non. En fait, quand tu arrêtes de porter des insécurités qui ne sont pas les tiennes, tu as plus de capacité pour une connexion authentique. Tu peux être présente avec ton partenaire sans l'anxiété de fond qui teintait auparavant chaque interaction. Tu peux profiter des bons moments sans la peur constante qu'ils se terminent. Tu peux tolérer les moments de distance sans interpréter qu'ils signifient un désastre imminent. Ce qui change n'est pas ta capacité à ressentir ou à te connecter. Ce qui change, c'est que tu n'utilises plus toute ton énergie émotionnelle à essayer de stabiliser une relation où l'autre personne ne fait pas sa part du travail. Tu n'interprètes plus chaque petit signal comme une preuve que tu dois faire plus, ou être différente, ou t'inquiéter plus. Tu ne confonds plus l'anxiété transférée de ton partenaire avec tes propres émotions légitimes. Pensons maintenant à comment cela se joue dans des conversations spécifiques. Imagine qu'après quelques jours où ton partenaire a été moins disponible, vous avez finalement une conversation. Dans le passé, quand tu fonctionnais comme un miroir, tu entrais probablement dans cette conversation chargée d'anxiété accumulée. Peut-être que tu commençais avec « J'ai remarqué que tu étais distant. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Ton énergie communiquait « Je m'inquiète et j'ai besoin que tu me rassures. » Et ton partenaire, qui n'a pas consciemment traité d'insécurité qui lui soit propre, répond avec confusion ou sur la défensive « Je ne sais pas de quoi tu parles, tout va bien. Pourquoi tu penses toujours que quelque chose ne va pas ?» Cette réponse te laisse te sentir invalidé et possiblement en train de questionner ta perception, parce que techniquement ton partenaire a raison qu'il se sent bien. Ce qu'il ne voit pas, c'est que sa manière de se sentir bien inclut de prendre ses distances de manière qui te laisse porter toute l'anxiété sur l'état de la relation. Maintenant, imagine la même situation quand tu n'es plus le miroir. Tu remarques que ton partenaire a été moins disponible, mais au lieu d'accumuler de l'anxiété à ce sujet, tu l'observes simplement comme une information. Quand vous avez finalement une conversation, ton énergie est différente. Peut-être que tu dis quelque chose comme « J'ai remarqué que tu étais plus occupé cette semaine. Comment ça s'est passé pour toi ?» Il n'y a pas d'accusation implicite, pas de recherche désespérée de réassurance. C'est une curiosité authentique sur l'expérience de ton partenaire sans avoir besoin que cette expérience te rassure. Cette différence dans ton énergie change complètement la dynamique de la conversation. Ton partenaire ne se met pas sur la défensive parce qu'il n'est pas accusé de quoi que ce soit. Il peut répondre honnêtement sur ce qui s'est passé dans sa vie. Et tu peux écouter sans filtrer chaque mot à travers le prisme de « Est-ce que ça veut dire qu'il m'aime moins ?» Vous pouvez avoir une vraie conversation au lieu d'un cycle de recherche de réassurance et d'évitement. Bien sûr, parfois la conversation révèle que ton partenaire gère vraiment des doutes ou des conflits internes concernant la relation. Et quand tu n'es pas le miroir, tu peux entendre cela sans t'effondrer émotionnellement. Tu peux dire « Je comprends. Si tu as besoin d'espace pour traiter ça, c'est correct. Fais-moi savoir quand tu voudras en parler davantage. » Tu n'es pas en train de le sauver de son ambivalence, ni d'essayer de le convaincre de rester. Tu es simplement un adulte qui peut tolérer l'incertitude sans créer de drame immédiat. Cette capacité à tolérer l'incertitude est peut-être la compétence la plus importante quand tu cesses d'être le miroir. Parce que les relations avec des personnes évitant vont inclure des moments d'ambiguïté. Tu n'auras pas toujours une clarté totale sur leurs sentiments ou leurs plans. Et si tu as besoin d'une certitude constante pour te sentir stable, tu vas vivre dans un état d'anxiété perpétuelle. Mais si tu peux exister dans l'espace entre « je sais qu'il m'aime » et « je sais que ça va se terminer », tu peux maintenir ta paix pendant que la relation se déroule à son propre rythme.
Cela ne signifie pas accepter des miettes ou tolérer de la maltraitance. Si l'ambiguïté dure indéfiniment, s'il n'y a jamais de mouvement vers plus d'engagement ou de clarté, si tes besoins fondamentaux ne sont jamais satisfaits, alors tu as une information importante sur le fait de savoir si cette relation fonctionne vraiment pour toi. Mais la tolérance à l'incertitude temporaire n'est pas la même chose qu'accepter une relation qui ne va nulle part. C'est simplement reconnaître que toute fluctuation de disponibilité ou d'affection ne signifie pas crise. Il vaut la peine de mentionner que ce travail de cesser d'être le miroir te bénéficie aussi en dehors de cette relation spécifique. Tu développes des compétences émotionnelles qui te serviront dans toutes tes relations futures. Tu apprends à distinguer tes émotions de celles des autres. Tu développes la capacité de maintenir ton centre même quand les personnes proches de toi sont dérégulées. Tu cultives la capacité d'offrir du soutien sans absorber les problèmes des autres comme s'ils étaient les tiens. Ce sont des compétences de vie qui transcendent toute dynamique relationnelle particulière. Tu commences aussi à remarquer des schémas dans d'autres relations où peut-être tu as fonctionné comme un miroir émotionnel sans t'en rendre compte. Cette amitié où tu es toujours celle qui s'inquiète de maintenir la connexion. Cette relation familiale où tu portes l'anxiété de tout le monde concernant l'argent ou la santé ou l'avenir. Cet environnement de travail où tu traites le stress de ton patron parce qu'il ne le reconnaît jamais directement. Une fois que tu vois le schéma dans ta relation amoureuse, tu commences à le voir partout. Et tu peux commencer à appliquer les mêmes principes, distinguer tes émotions de celles des autres, retourner la responsabilité émotionnelle à qui elle appartient, maintenir ton propre centre. Revenons maintenant à la question originale avec une compréhension plus profonde. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens le miroir des insécurités de quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne est évitant? Tu perds ton centre. Tu commences à vivre en fonction des fluctuations émotionnelles de quelqu'un d'autre. Ton bien-être devient dépendant de la disponibilité de ton partenaire. Et paradoxalement, plus tu portes ces insécurités, plus tu lui donnes de raisons de prendre ses distances parce que maintenant tu confirmes sa croyance que les relations sont accablantes et exigeantes. Mais quand tu cesses d'être le miroir, tu récupères ta vie. Pas dans le sens de quitter la relation, mais dans le sens de te rappeler que tu as une existence qui est plus grande que la relation. Tu récupères ton énergie mentale parce que tu ne la dépenses plus toute à interpréter des signaux et chercher de la réassurance. Tu récupères ta stabilité émotionnelle parce qu'elle ne monte et ne descend plus avec chaque petit changement dans le comportement de ton partenaire. Et tu récupères ton pouvoir dans la relation parce que tu n'es plus en position de besoin constant. Cette transformation n'est ni facile ni instantanée. Elle nécessite une pratique constante des étapes que nous avons discutées. Distinguer ton anxiété de l'anxiété absorbée. Reconnaître les schémas quand ils se produisent. Arrêter de remplir les silences avec des récits négatifs. Tolérer l'inconfort sans agir dessus immédiatement. Retourner la responsabilité émotionnelle à ton partenaire par ton comportement stable. Certains jours, tu le feras bien. Tu remarqueras le schéma. Tu resteras centré. Tu ne chercheras pas de réassurance inutile. D'autres jours, tu rechuteras dans le rôle de miroir. Surtout quand tu es stressé ou quand ton partenaire est particulièrement distant. C'est normal. Le vrai changement vient de la direction générale de ton comportement au fil du temps, pas de la perfection à chaque instant. Et voici quelque chose que personne ne te dit sur le fait de cesser d'être le miroir. Parfois, la relation ne survit pas à ce changement. Quand tu arrêtes de faire le travail émotionnel de deux personnes, quand tu retournes à ton partenaire la responsabilité de ses propres insécurités, parfois il devient évident qu'il n'est pas disposé ou incapable de faire ce travail. Et si c'est le cas, c'est une information précieuse. Douloureuse, oui, mais précieuse. Parce que rester dans une relation où ça ne fonctionne que pendant que tu portes toute l'anxiété n'est pas durable. Finalement, tu vas t'épuiser. Finalement, tu vas en vouloir à l'autre. Finalement, tu vas te demander qui tu es en dehors du rôle de stabilisateur émotionnel constant. Donc, si changer ton schéma révèle que la relation ne peut pas fonctionner quand les deux personnes doivent faire leur propre travail émotionnel, c'est une information dont tu avais besoin, même si ça fait mal de la recevoir. Mais souvent, surtout si ton partenaire a une capacité de croissance, même si elle est graduelle, la relation s'améliore quand tu cesses d'être le miroir. Elle devient plus équilibrée. Ton partenaire commence à assumer plus de responsabilités émotionnelles parce qu'il n'a plus d'autre option. Les moments de connexion deviennent plus authentiques
parce qu'ils ne sont pas teintés par ton anxiété de fond. Et tu découvres que tu peux avoir à la fois intimité et stabilité, que tu n'as pas à choisir entre être proche de quelqu'un et maintenir ta paix mentale. L'objectif final n'est pas une relation sans aucune anxiété ou ambiguïté. Ça n'existe pas. L'objectif est une relation où les deux personnes traitent leurs propres émotions, où l'anxiété qui surgit est distribuée équitablement, au lieu d'être portée de manière disproportionnée par une personne. C'est une relation où tu peux ressentir et exprimer des préoccupations sans que cela devienne ton identité entière dans la relation. Tu peux aimer profondément quelqu'un avec des schémas évitants sans te perdre dans le processus. Tu peux être engagé dans la relation sans faire de ta vie entière quelque chose qui tourne autour de la relation. Tu peux être empathique avec ses luttes internes sans absorber ses luttes comme si elles étaient les tiennes. Et tu peux maintenir ces frontières non pas à travers une distance émotionnelle, mais à travers une clarté sur où tes émotions se terminent et où les siennes commencent. Cela nécessite que tu développes un sens plus fort de toi-même en tant qu'entité séparée de la relation, que tu cultives des sources de sens et de satisfaction qui existent indépendamment de comment va la relation à un moment donné, que tu pratiques l'auto-validation au lieu de chercher toute ta validation de ton partenaire, que tu apprennes à faire confiance à tes perceptions même quand ton partenaire les questionne ou les minimise. Et surtout, cela nécessite que tu arrêtes de confondre l'amour avec le sacrifice de soi. Aimer quelqu'un ne signifie pas porter ses émotions à sa place. Ça ne signifie pas rendre ta vie petite pour qu'il puisse être confortable. Ça ne signifie pas disparaître graduellement dans le rôle de son stabilisateur émotionnel. Tu peux aimer pleinement et maintenir ton intégrité en tant que personne séparée. En fait, c'est probablement le seul type d'amour qui dure vraiment. Quand tu regardes ta relation maintenant, tu peux probablement voir des moments où tu as été le miroir et des moments où tu as maintenu ton centre. La tâche est d'augmenter graduellement les seconds et de diminuer les premiers. Pas à travers un effort héroïque ou un changement radical, mais à travers de petites décisions cohérentes. La décision de ne pas envoyer ce message de vérification. La décision de faire des plans avec des amis au lieu d'attendre de voir si ton partenaire est disponible. La décision de remarquer ton anxiété sans agir dessus immédiatement. La décision de faire confiance que tu peux tolérer l'incertitude temporaire. Chacune de ces petites décisions est un acte de récupération de ta vie, et suffisamment de ces petites décisions finissent par s'additionner en une transformation complète de comment tu te présentes dans la relation. Non plus comme le miroir qui reflète les insécurités non reconnues d'une autre personne, mais comme ton propre être complet qui peut se connecter profondément sans perdre son essence dans le processus. Si cette vidéo a résonné en toi, laisse-moi un commentaire partageant ton expérience avec cette dynamique. As-tu remarqué des moments où tu absorbes l'anxiété de ton partenaire? Comment ça se sent quand tu réussis à maintenir ton propre centre? J'adorerais connaître ta perspective. Si tu as trouvé de la valeur dans ce contenu, mets un like et abonne-toi pour plus de vidéos sur les dynamiques relationnelles et la croissance personnelle. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Merci d'être là. On se voit dans la prochaine vidéo.